Donc, dernière conférence, mais non la moindre. Donc, j'inviterai là, Maître Jean-Baptiste Congy, avocat associé chez EY, cabinet d'avocats, pour nous présenter une conférence sur les taxes à la consommation, notamment les ventes en ligne. Donc, Maître Congy travaille chez Deloitte depuis... EY, c'était écrit Deloitte, là, mon Dieu. Chez EY depuis 2004 en matière de taxes indirectes, conseillant les multinationales ainsi que les entreprises privées dans les secteurs manufacturiers et des nouvelles technologies notamment. Il est spécialisé en taxes de vente européennes et en matière de taxes de vente américaines. Il est membre de l'équipe de taxes de vente du bureau EY de Montréal depuis 2009. Il travaillait auparavant au bureau de Paris et de Londres durant 5 ans. Il est avocat de formation et diplômé de l'Université Panthéon-Assas, où il a obtenu son diplôme de maîtrise en fiscalité à la suite d'une formation spécialisée en droit des affaires. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de clore ce symposium. Donc, en fait, on m'a demandé, et puis je remercie encore l'invitation d'Isabelle, de faire un survol sur les implications en taxes de vente pour des compagnies exportatrices qui souhaitent faire des affaires à l'étranger en dehors du Canada. J'ai pris pour parti de prendre 2 exemples que sont les États-Unis et l'Europe pour faire un minimum de droits comparés et puis aussi pour souligner la spécificité du marché américain. Et comme je sais que c'est un marché privilégié pour vos clients et puis vos partenaires d'affaires, c'est toujours bon de prendre les États-Unis comme critère et puis voir ce qui se fait justement en dehors des États-Unis et bien démontrer quelle est l'évolution des règles et quelles sont maintenant les nouvelles procédures qu'il va falloir mettre en place. Parce que je peux vous faire tout de suite le speech de fin. C'est que malheureusement, les règles depuis 10 ans en taxes de vente sont de plus en plus conservatrices. Et donc aujourd'hui, il est quasiment impossible de pouvoir vendre des biens ou des services en dehors du Canada sans avoir des implications en taxes de vente. Donc maintenant, si vous avez des partenaires, des clients qui font des millions de dollars en dehors du Canada sans percevoir de taxes de vente, c'est qu'il y a a priori un problème ou un souci qu'il faut sécuriser. Et ça, généralement, ça vient du réflexe d'impôt. En impôt, on tient souvent, on relie souvent la taxation à la présence physique, au pouvoir de gouverner, au pouvoir de signer, au pouvoir de contracter. À l'inverse, la taxe de vente, vous allez le voir, les éléments fondateurs, ou en tout cas qui vont déclencher les éléments de responsabilité de taxe de vente, sont beaucoup plus le volume des ventes, la réalité des ventes, le lieu de consommation aussi des biens et des services, et puis tous les événements que le fournisseur va mettre en place pour vendre, indépendamment de la réalisation d'une vente ou pas. Et donc, on va arriver avec des critères beaucoup plus importants et beaucoup plus agressifs. Donc, je voulais juste, en termes d'introduction, vous dire que depuis les 10 dernières années, donc, la législation à travers le monde en matière de taxes sur la consommation a complètement été bouleversée. L'Europe a été un fer de lance. C'est eux qui, dès 2015, ont commencé à légiférer pour imposer aux compagnies non résidentes sans présence physique l'obligation de s'inscrire pour facturer et charger des taxes. Et puis, les États-Unis ont pris le pas en 2018 avec un arrêt, l'arrêt OFR qui est le plus connu, pour pouvoir aussi changer les règles d'inscription et les obligations d'inscription pour obliger les non-résidents à s'inscrire aux États-Unis, peu importe leur présence physique, et ce, afin de facturer les taxes comme n'importe quel autre fournisseur local. Donc, c'est un peu ces 2 portraits que je vais essayer de survoler en vous faisant aussi des comparatifs et puis en vous expliquant les réflexes qu'il faut avoir si je veux faire des affaires aux États-Unis versus en Europe. Donc, si on commence par les États-Unis, avec donc toujours tous les scénarios, tous les exemples que je vais donner, on prenne pour un fournisseur canadien sans présence physique, non établi, sans filiale. Donc, on est vraiment dans le modèle exportateur pur pour vous démontrer que même dans ce modèle-là, les régimes sont agressifs et vont souvent obliger l'exportateur non résident à s'inscrire pour percevoir et collecter les taxes. Donc, au niveau des États-Unis, juste pour un bref rappel de ceux qui ne seraient pas familiers avec le système de vente américaine, pourquoi est-ce que le système américain il est spécifique? C'est parce que ce n'est pas un système de taxe de vente TVA ou type TPS, c'est un système de taxe de vente au détail qui s'apparente à celui qu'on connaît dans nos provinces de l'Ouest, comme en Colombie-Britannique.
Donc, ce sont des taxes de vente qui ne sont pas récupérables si elles s'appliquent. Et ce sont des taxes de vente qui ne s'appliquent que sur les ventes au détail, donc qui excluent toutes les ventes pour revente et toutes les ventes à des distributeurs. Là, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un coût immédiat. C'est que dans tous les scénarios, si cette taxe s'applique, c'est un coût final sur les ventes. Donc, ça impacte les marges des clients et des fournisseurs. Il n'y a jamais de récupération possible de cette taxe si elle s'applique. Donc, en revanche, la deuxième spécificité, c'est qu'aux États-Unis, contrairement à l'Europe, tout n'est pas taxable. Les biens sont taxables, on va le voir, les biens tangibles sont taxables. La taxe de vente au détail avait initialement été faite pour les ventes au détail de biens tangibles. Les services sont exonérés. Puis on va voir que la législation a aussi évolué, et que malheureusement, il y a de plus en plus de fournitures qui deviennent taxables aussi. La troisième spécificité que je voulais souligner, c'est que la taxe de vente aux États-Unis est déconnectée de la procédure de dédouanement et d'importation. Contrairement à la majorité des pays à travers le monde, la taxe de vente est une question des États. Chaque État légifère. Il y a 45 États plus le District de Columbia qui ont décidé d'avoir une taxe de vente. Il y a 5 États qui n'appliquent pas de taxe de vente au détail. Mais ça ne regarde en rien le fédéral et Washington. Ce qui fait que vous pouvez importer des biens, vous allez voir M. Clément, mais on ne vous demandera jamais de taxes de vente, de problématiques de taxes de vente, comme CBSC ou les douanes au Canada pourraient le faire, parce qu'il n'y a pas de taxes de vente à l'importation aux États-Unis. Et c'est ça ce qui est assez troublant pour les opérateurs, puisque ça permet de pouvoir dédouaner des millions de marchandises sans se soucier des taxes de vente. Donc, parce qu'encore une fois, les douanes mettent à disposition leurs data aux différents États, mais il n'y a pas de connexion ou de corrélation entre les lignes, entre les différents postes douaniers et les législations des États. Donc, compétence exclusive des États, législation qui change, qui varie, d'où la complexité aussi de faire affaire aux États-Unis, on va le voir, parce que 45 États, 45 lois différentes, 45 façons de voir la loi. Il y a eu certaines harmonisations, mais ça reste un challenge. Et puis donc, le point important que je voulais souligner, c'est qu'il faut distinguer entre les obligations d'inscription et la taxation, on va le voir. Ça peut paraître un peu curieux comme distinction, mais on peut être tenu d'être inscrit et donc filer, avoir des obligations déclaratives, mais comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, beaucoup de revenus sont exonérés. Donc c'est là aussi où il y a un enjeu. Donc on peut avoir des obligations déclaratives, des obligations d'inscription, mais pas être obligé de charger de la taxe. Ce qui n'est pas vrai en Europe, vous le verrez. Donc, si on prend cette première problématique pour les exportateurs, c'est cette obligation d'inscription. Cette obligation d'inscription, elle est basée sur la notion de nexus ou connexion. Traditionnellement, c'est un arrêt de la jurisprudence de la Cour suprême Kiel 192 qui avait établi un principe assez clair. Si pas de présence physique, pas d'obligation d'inscription. Et je vous dirais que tout le monde a le goût de garder en tête cette règle, cette sacro-sainte règle qui existe toujours, mais qui posait déjà pas mal de problèmes, mais elle était ancrée. Ça veut dire qu'un État ne pouvait pas obliger un non-résident de son État, donc canadien, mais aussi américain d'un autre État, à s'inscrire s'il n'y avait pas de présence physique. Les nexus physiques sont assez nombreux et étaient assez nombreux. Ils sont assez aussi légers en termes d'agressivité. Donc, contrairement à l'impôt, si vous avez un représentant à la vente, si vous faites des événements commerciaux, avec ou non réalisation de vente, ce simples éléments récurrents, substantiels sur une année, peut obliger un non-résident à s'inscrire. On voit que dans le temps déjà, compte tenu de l'évolution du marché, des produits, de la technologie, ce concept de nexus physique avait déjà beaucoup évolué depuis 1992. J'ai donné 2 exemples. Il y avait la notion de click-through nexus. Ça veut dire si un partenaire d'affaires mettrait votre lien sur son site qui permettait ensuite de pouvoir effectuer une vente. Certains États ont considéré que déjà cette simple faculté d'avoir ce click-through nexus consistait déjà à un élément additionnel de nexus et une obligation d'inscription. Le deuxième élément, c'était la notion d'affiliated nexus. Si une compagnie canadienne avait une société liée qui, elle, a des présences physiques,
Donc elle contournait ou elle dit « Ah non, moi, je n'ai pas de présence physique, moi, mais j'utilise les présences physiques de ma filiale. » Là, beaucoup d'États, comme l'État de New York, ça c'est un arrêt Amazon de 98, a considéré que même si ce n'est pas ta présence physique, mais la présence physique de ta filiale, tu dois quand même t'inscrire parce qu'on considère que c'est une présence physique indirecte. Donc, cette notion de concept de nexus physique, elle était assez agréable à utiliser puisque c'était sur un mode jurisprudentiel. Il y avait cette notion de substance, cette notion de récurrence, ce qui fait que quand on a des contrôles fiscaux, on pouvait essayer de challenger. OK, j'ai un employé, mais il est resté 6 jours, il est reparti, j'ai fait juste un trade show. Donc, il y avait quand même une négociation, une marge de manœuvre. Et puis, le gros point noir de cette législation, c'est qu'elle ne captait pas du tout toute la technologie qui a été mise en place par les différents opérateurs et les fournisseurs non résidents, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on peut vendre des millions et des milliards de ventes par une plateforme avec une compagnie logistique sans aucune présence physique grâce à Internet. Et c'est pour ça qu'il y avait véritablement une limite à cette règle. Et c'est ce qui a poussé donc, les différents États, et surtout, ça a été l'État du Dakota du Sud qui a soumis donc, une proposition législative en 2018 afin de changer la règle Kills en considérant que maintenant, je veux ajouter un autre critère, ce qu'on appelle les critères du nexus économique. Donc, toujours la même notion de nexus, il faut une connexion suffisante du fournisseur non résident avec l'État pour l'obliger à s'inscrire. Mais au lieu, donc, en plus des critères physiques, qui n'ont pas disparu, ça ne faut pas l'oublier, on est venu dire, si vous dépassez au cours d'une année calendaire un certain nombre de ventes ou un certain nombre de ventes en dollars ou en nombre de transactions, eh bien, automatiquement, vous allez devoir vous inscrire, peu importe que vous ayez ou non des présences physiques. Ce seuil, qui est le seuil de Dakota du Sud, était de $100 000 par an, en USD, et puis de 200 transactions. Et ce seuil donc, a été validé par la Cour suprême et l'arrêt OFR. OFR, qui est donc ce vendeur de meubles en ligne, qui est donc justement a perdu sa cause. Ils sont venus dire que ce n'était pas contraire à la notion de nexus de pouvoir mettre en place cette règle d'économique nexus. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, donc l'arrêt de OFR, c'est 2018. Déjà en octobre 2019, 23 États avaient suivi. Aujourd'hui, on est en 2024 et les 45 États ont appliqué. Je crois que le dernier, c'est le Missouri, puis il y a la Floride en 2021, Missouri 2023. Tous les États ont appliqué aujourd'hui ce principe d'économique nexus. Donc, comme vous le voyez, dès lors que vous réalisez des ventes pour un montant substantiel, enfin substantiel, c'est même pas très substantiel, $100 000 USD, ça dépend ce que vous vendez, mais ça peut être très très rapide. Et les 200 transactions aussi, donc c'est un seuil qui est alternatif dans la plupart des États au cumulatif. Si vous faites juste 200 facturations différentes au cours d'une année calendaire, donc imaginez dans le retail, sur des petits, peu importe le montant, vous devez et vous êtes tenu d'être inscrit. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, notamment un fournisseur canadien sans aucune présence physique, du simple fait du volume de ses ventes, peut être tenu d'être inscrit. Mais comme je vous l'ai dit, être tenu d'être inscrit, ce n'est pas forcément être redevable de payer une taxe, parce qu'aux États-Unis, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas taxables. Donc c'est pour ça que le deuxième point qu'il faut véritablement voir, c'est la question de la taxation et de la taxabilité des produits. Comme je vous l'ai dit au départ, le régime de taxe de vente, comme dans toutes les juridictions à travers le monde, avait été mis en place pour les ventes au détail de biens meubles corporels, tangibles. Et puis, à l'inverse, les services étaient exonérés, sauf services personnels listés, mais ça restait véritablement l'exception. Seuls étaient visés les services personnels type garagiste, coiffeur, tous les restaurations, mais la majorité des services professionnels étaient exonérés. Compte tenu de l'évolution des obligations d'inscription, les États ont vu aussi une manne financière. N'oubliez pas que la taxe de vente est une pouvoir exclusif de chaque État et puis est une source d'argent et de financement public aussi bien pour les villes, les comtés et les États. Donc, dans la mesure où on arrivait à avoir des règles d'inscription plus agressives, les États ont aussi revu un peu la map de ce qui était taxable et pas taxable. Et la grosse évolution, ça a été le domaine des logiciels.
Donc le premier secteur qui a été impacté par ce changement législatif, ça a été la vente des logiciels et assez curieusement, puis ça surprend beaucoup de clients, tout ce qui est logiciel, software, dans beaucoup d'États est considéré comme du bien meuble tangible. Donc ça, il faut garder à l'esprit l'évolution technologique aussi du secteur du software et du logiciel. Il y a une certaine époque, pour avoir un logiciel, il fallait avoir une disquette et puis je vous dirais, un élément tangible était obligatoire, soit permanent, soit temporaire pour le downloader le bien, ce qui explique donc que c'était devenu taxable. Et puis après, les softwares se sont dématérialisés, on peut les downloader. Donc ça a été une deuxième génération de software et donc on a vu une deuxième évolution de la jurisprudence pour venir taxer aussi, dans 50% des États aussi. Mais les logiciels downloadés sont considérés comme des biens taxables dans la majorité des États. Et puis la troisième génération, c'est les produits cloud, le SaaS. Et là aussi, beaucoup d'États ont décidé de considérer que peu importe le format du logiciel et la façon dont vous allez le délivrer, on va continuer à appliquer une taxation. Donc, vous voyez très bien que cette notion de bien tangible taxable versus service exonéré est de plus en plus à revoir et à revisiter, puisque pour le download, je vous dirais que 45% des États, peut-être la Californie reste un des derniers fiefs pour des raisons purement économiques, où tous les produits IT, télécom sont exonérés, mais sinon, tous les grands États, New York, Texas, Illinois, vont taxer les softwares downloadés. Pour ce qui est SaaS, IaaS, et puis donc tout ce qui est software as a service, tout ce qui est service fourni sur le cloud, ça veut dire vous ne downloadez aucun produit dans l'État, vous donnez accès à un produit qui est sur le nuage numérique. Là, on dirait 50-50. Il y a 50% des États qui taxent, en suivant la vieille jurisprudence, et puis il y a 50% des 45 États qui vont continuer pour l'instant, parce que ça évolue aussi tous les ans, à considérer que ce soit des produits immatériels. Donc, aujourd'hui, et puis, donc, la dernière catégorie que l'on voit aussi devenir taxable, c'est la numérisation de toutes les fournitures. J'achetais un livre, c'était taxable. Maintenant, j'achète un e-book, même si mon e-book il est dématérialisé, je vais continuer à le taxer. La musique, les supports audio, vidéo, de la même façon. Ils étaient taxables en vertu de la vieille industrie sur des supports tangibles. Les législations ont conservé la taxation de ces produits, même s'ils sont délivrés en version numérique. Donc tout ça pour dire que, si je veux résumer, parce que je vois que le temps file, au niveau des États-Unis, ce qu'on se rend compte donc, avec l'évolution UFR, c'est véritablement donc, des règles d'inscription beaucoup plus agressives. Donc je vous encourage toujours à revisiter la situation par année calendaire de vos clients, autant au niveau des présences physiques que du volume de transactions et du volume des ventes. Et puis, faire aussi une deuxième revue au niveau de la taxabilité, puisque c'est vrai qu'il y a plein de secteurs, comme le secteur financier, les secteurs des avocats, des professionnels, peuvent encore bénéficier de beaucoup d'exonérations. Et donc, peut-être qu'au niveau de ils sont peut-être tenus d'être inscrits, mais ils n'ont pas forcément des taxes. À l'inverse, dans le secteur du software, dans le secteur du détail, il est évident aujourd'hui qu'il faut s'inscrire avec toutes les problématiques de système, de facturation et de coûts associés à la conformité que cela peut représenter, puisque, comme vous l'imaginez, 45 États, c'est 45 inscriptions, c'est 45 déclarations mensuelles, peu importe que j'ai des transactions ou pas. C'est des taux de sales tax qui sont combinés et qui varient par État, comté et ville. Donc, en moyenne, moi, la majorité de mes clients, peu importe l'importance du volume de transactions, mais il y a un minimum de conformité qui est entre 100 000 et 200 000 $ USD si on veut faire du vente au détail aux US. Donc, c'est une réalité aussi financière d'être conforme aujourd'hui aux États-Unis. Donc ça, je suis passé. Le troisième point qui a été introduit pour compléter, je dirais, le dispositif UFR et l'obligation d'inscription des non-résidents, c'est la mise en place, comme on l'a connu d'ailleurs, mais plus récemment au Canada, la notion de marketplace et d'intermédiaire ou de plateforme en ligne d'intermédiaire. Donc, compte tenu de la multiplicité des opérateurs qui agissent en tant qu'intermédiaires, donc
une compagnie tiers type Amazon ou Google qui va venir offrir ses services pour faciliter la vente auprès généralement d'individus. Donc un fournisseur non résident peut utiliser ces plateformes afin de livrer et vendre ses biens. Très vite, ça a été un sujet de contentieux énorme aux États-Unis, mais comme à travers le monde, on va le voir aussi en Europe, puisque dès lors que vous mettez un individu additionnel en contact direct avec le client, c'est lui qui est généralement responsable de percevoir le paiement. Donc, c'est lui qui est généralement, en tout cas physiquement, la première personne qui va récupérer les taxes, si les taxes ont été correctement chargées. Et après, pourquoi contentieux? Puisqu'il y a toujours entre le vendeur principal et l'intermédiaire, si les taxes n'ont pas été perçues, eh bien, ça crée énormément de disputes et puis de contentieux contractuels ou devant la justice pour savoir qui devait charger la taxe. Est-ce que c'était toi intermédiaire? Est-ce que c'était toi le fournisseur? Les règles n'étaient pas claires. Et donc, il a été décidé dans la même lignée que Wayfair de compléter les dispositions législatives au niveau de chacun des États pour mettre des règles bien claires. Et aux États-Unis, ils sont arrivés quand même à une position qui est assez harmonisée au niveau des États, qui est celle de considérer que l'intermédiaire marketplace est le responsable de percevoir les taxes, puisque c'est celui qui est en première ligne, c'est lui qui va collecter les taxes. Donc, il va avoir une obligation de s'inscrire, il va avoir une obligation de facturer les taxes, et puis il va les remettre au nom et pour le compte du fournisseur. Donc, on voit qu'aux États-Unis, cette simplification facilite, bon, elle a un coût, ça il ne faut pas se le cacher, mais elle peut faciliter la vente au détail pour des non-résidents qui souhaiteraient ne pas s'inscrire, puisque si le non-résident exclusivement vend ses biens ou ses services via une plateforme inscrite, eh bien, c'est la plateforme qui va assumer la totalité de la remise et des obligations déclaratives. La seule nuance qu'il va y avoir, c'est une obligation de diligence vis-à-vis du fournisseur non résident afin de s'assurer d'une part du volume des transactions, du montant des taxes perçues et remises en son nom, et puis aussi de démontrer qu'il a fourni l'ensemble des informations nécessaires pour que le marketplace puisse remplir ses obligations. Donc on voit véritablement dès maintenant, je vous dirais, ça a mis un peu de temps pour les marketplaces de se mettre à jour parce qu'elles aussi ont dû s'inscrire dans tous les États et mettre, comme vous pouvez l'imaginer, créer des sous-comptes de taxes pour tous les intermédiaires et tous les clients principaux. Ça a été un très gros travail, mais je vous dirais que maintenant, on arrive à une normalisation de ce marché, puis la majorité des intermédiaires sont conformes et les opérateurs canadiens peuvent ainsi vendre aux États-Unis en se reposant sur cette obligation nouvelle qui est faite sur les marketplaces. Donc, la difficulté, c'est que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vous ai simplifié, ça pourrait paraître harmonisé, mais l'ensemble des dispositions que je vous ai détaillées ne sont pas harmonisées et au niveau de chaque État, il y a des nuances. Il y a des nuances à différents niveaux, à quel moment une marketplace doit s'inscrire, à quel moment elle peut se désinscrire, comment est-ce que le vendeur principal a des obligations déclaratives à faire ou pas. Donc ça, c'est tout l'enjeu, c'est de réussir à trouver un juste milieu en termes de procédures pour pouvoir harmoniser les procédures des fournisseurs non résidents et leur permettre de minimiser au maximum leurs coûts de conformité. Mais le marketplace reste encore une bonne solution. Donc en termes de conclusion pour le US, l'importance, on va le voir par rapport à l'Europe, c'est que donc on est dans un système de vente de taxes au détail, peu importe que vous vendez à des individus ou à des compagnies. On regarde surtout si c'est de la vente au détail, parce que c'est ça le plus important. La conformité peut être onéreuse de par le nombre d'États et les législations distinctes. Il y a de gros enjeux en termes de systèmes pour pouvoir linker les systèmes comptables ERP, les systèmes de billing, mettre à jour les taux qui changent jusqu'au trimestre avec différents niveaux de juridiction. Ensuite, mettre à jour aussi les évolutions législatives, comme je l'ai dit. Certains produits exonérés deviennent taxables, les conditions d'exonération peuvent changer. Donc il y a véritablement un gros travail de tracking et de mise à jour à faire chaque année
pour les opérateurs qui souhaitent vendre aux États-Unis. Ensuite, en termes d'harmonisation et de simplification, malheureusement pour les États-Unis, dans les papiers de Washington, pendant longtemps, sous l'administration Obama, on avait parlé d'une TVA américaine fédérale. Ceci a toujours été lettre morte de par, je dirais, le côté politique de la taxe aux États-Unis. Déjà, c'est très difficile de faire une taxe additionnelle aux États-Unis. Et puis, d'autre part, la mainmise des États qui veulent conserver sur ce sujet, dans la mesure où c'est la principale ressource de finances publiques des États. La seule petite nuance qui existe, c'est qu'il y a une association Streamline Sales Tax States, donc 22 États sur 45 se sont associés pour essayer de discuter, de parler, d'harmoniser certaines procédures, mais ça reste encore assez succinct. Et en tout cas, sans aucune comparaison de ce qui a été fait en Europe, et c'est ma transition pour la deuxième partie au niveau du régime européen, où là, on est dans une logique complètement différente. À titre préliminaire, le système européen s'apparente beaucoup plus à notre système que l'on connaît en TVQ au Québec et puis en TPS. C'est une taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée qui s'applique cette fois-ci systématiquement sur tous les produits. Donc, ça veut dire que peu importe que je vende un bien, que je vende un service, peu importe que je le vende à une compagnie, peu importe que je le vende à un individu, la TVA, et là je fais référence aux 27 pays de l'Union européenne, elle s'applique, et puis il y a un taux qui est quand même assez haut, puisqu'on parle de 15 jusqu'à 27% aujourd'hui, plus de 20% en moyenne dans la majorité des États, c'est pas harmonisé, donc tout de suite c'est quand même beaucoup, mais le point important, c'est qu'on est dans la même logique d'une taxe de vente. Ça veut dire que si on est, et c'est là où il va être important de distinguer ce qu'on appelle le B2B du B2C, si on est dans un système de vente à des sociétés inscrites, on va être dans un système où la société inscrite qui va payer la TVA sera en mesure de la réclamer sans impact cash. À l'inverse, B2C, on le voit très bien, les ventes aux individus, elles restent taxables avec un impact sur le prix fait au consommateur. Contrairement, je dirais même au Canada qui a attendu 2021-2022 avoir des règles B2C, comme je disais, la TVA en Europe a été l'initiateur de la mise en place de ces nouveaux mécanismes de perception de la taxe, et ils ont investi des milliards d'euros, puisqu'ils sont partis du constat suivant. Il y a une concurrence déloyale évidente. Les fournisseurs non résidents peuvent vendre surtout beaucoup de biens intangibles, et puis on va voir même des biens intangibles, mais aussi des biens tangibles, on va le voir comment, sans payer de taxes. Et donc il y avait vraiment le marché chinois, le marché américain, à la fin des années, avant 2015, 2016, 2017. C'était une perte et une manne financière en moins pour l'Europe. Et donc ils sont partis du constat que au lieu d'essayer de vérifier ou de contrôler des compagnies étrangères qu'on ne pourra jamais, on va essayer de mettre un système, on va investir et mettre un système en place afin de pouvoir faciliter la perception et la remise de cette taxe et pour que les compagnies puissent très facilement remplir leurs obligations fiscales. Donc ça a été vraiment la logique, une logique qui a été appliquée et qui était nécessaire parce qu'encore une fois, en Europe, donc système TVA, la taxe s'applique à tout. Il n'y a généralement pas de seuil, contrairement aux États-Unis. Ça veut dire que la taxe s'applique sur le premier euro de transaction, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Pas de distinction. Le formalisme est souvent important. La facturation est souvent une grosse obligation en Europe en termes d'aspect réglementaire. Et donc tout ça fait qu'il fallait trouver un moyen pour faciliter la perception de la taxe, et notamment pour le régime B2C, parce que comme je vous l'ai dit, dans le régime B2B, l'impact fiscal était moins important pour les États, puisque les États en activité commerciale, s'ils payaient de la taxe, avaient le droit à un crédit de taxe. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'en termes de priorité et puis de niveau de risque, quand on fait des affaires en Europe, on essaye de toujours distinguer le marché B2B du marché B2C. Donc, lorsqu'un opérateur canadien non résident fait des ventes avec des distributeurs professionnels ou avec des compagnies commerciales, il est possible de structurer les flux de marchandises, les procédures douanières, afin de transférer les obligations fiscales sur le client. Donc, au niveau des biens notamment,
si vous décidez et si vous arrangez des termes, ce qu'on appelle DAP, ou si vous utilisez les incoterms nécessaires pour mettre l'obligation d'importation à la charge du client final, chose qu'il peut généralement faire, puisqu'en tant que société commerciale, il est inscrit, il a souvent une place d'affaires, il a lui-même un courtier en douane. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des coûts derrière tout ça, il y a la procédure, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Vous comprenez très bien qu'en B2C, si je veux livrer un livre ou n'importe quel vêtement à un individu, l'individu, lui, n'est pas en mesure de pouvoir dédouaner les biens. Donc, les problématiques, c'était complètement différentes. Donc, au niveau des biens, il y a cette facilité de pouvoir essayer de transférer la responsabilité au niveau du client. Au niveau des services, il y a un grand principe général qui est celle du B2B. Quand on effectue une fourniture de services par un fournisseur canadien à un client inscrit, eh bien, c'est le principe de l'autocotisation de la TVA systématique par le client. Donc, le fournisseur n'a jamais à charger de TVA. C'est la compagnie qui va, dans sa déclaration fiscale, faire un in and out et remettre fictivement, puisqu'elle va l'offsetter automatiquement par un crédit de taxe équivalent, la TVA dans sa déclaration. Donc, je vous dirais que quand les clients B2B viennent me voir, on trouve souvent des solutions pratiques pour pouvoir, en tout cas, commencer un business sans être tenu d'être inscrit avec des obligations fiscales limitées. Ce qui est moins vrai, donc, pour les règles B2C, puisque, comme je vous l'ai dit, un individu n'est pas un inscrit, donc il n'a aucune possibilité de remettre la taxe pour le compte du fournisseur. Et on rentre dans des règles de taxation qui, généralement, obligent le fournisseur à s'inscrire localement pour aller chercher la TVA au lieu de consommation. Il y a des exceptions, des règles spécifiques, notamment certains services professionnels restent taxables au lieu du prestataire. Donc, si un avocat canadien hors litige local facture des honoraires à un individu belge, il peut même détaxer de taxes de vente canadienne, mais il n'est pas obligé de taxer de vente belge. Mais sinon, la majorité des ventes de biens pour certains, et puis des fournitures matériellement localisables, elles sont toujours taxables au lieu de consommation. Donc, vous imaginez bien le problème du fournisseur non résident. S'il vend à des Espagnols, des Belges, des Tchèques, eh bien, il n'a pas d'autre solution que de devoir s'inscrire localement, généralement avec un représentant fiscal, avec des coûts de conformité très importants et une multitude de problèmes, de questions qui sont liées aux inscriptions et à la conformité locale. Et donc, on arrivait donc au résultat qu'il y avait beaucoup de fraude et que les fournisseurs ne s'inscrivaient jamais ou partiellement. D'où la mise en place, qui est la plus grosse réforme TVA qu'a connue l'Europe depuis la création de la TVA dans les années 50. C'est ce qu'on appelle la création du guichet unique TVA, qui ne change pas les règles de taxation. On taxe toujours au lieu de consommation. C'est vraiment une réforme qui focus sur le mécanisme de perception de la taxe. Le but du guichet unique, c'est de dire, encore une fois, maintenant, au lieu d'aller vous inscrire en Espagne, en Tchéquie, en Belgique, partout là où vous devez percevoir la taxe, moi, Europe, moi, communauté européenne, j'ai investi des milliards pour mettre en place une plateforme. Vous allez choisir un pays, celui que vous voulez, puisque vous êtes non-résident sans présence, et puis on va vous donner un seul numéro avec une déclaration combinée pour les 27 États. Donc, c'est une petite révolution qui a été mise en place de façon évolutive. À fin de test, elle a été mise en place dès 2000. Donc, les règles étaient de 2015. Après, c'était de 2021 dans le paquet TVA. Mais au départ, on a fait le test uniquement pour ce qu'on appelait les services électroniques. Donc, ce guichet était ouvert uniquement pour tous les services dématérialisés, type services électroniques, qui couvrent assez largement aussi les produits digitaux, donc audio, vidéo et toute prestation. Et puis donc, encore une fois, ce mécanisme, l'avantage, c'est qu'il avait été mis en place, et puis ça a eu vraiment beaucoup de succès, puisque ça a permis à tous les GAFA, à toutes les compagnies, les high-tech, de pouvoir s'inscrire et puis commencer un seul numéro. Je charge les 27 TVA, je facture les 27 TVA,
et je remets au niveau trimestriel la TVA. La seule petite nuance, c'est qu'il n'y avait pas de droit de crédit de taxe. Donc ça, c'était un peu, tu peux percevoir, mais tu n'es pas censé avoir de dépenses, tu es un non-résident, donc tu n'es pas censé avoir de crédit de taxe. Donc ça, c'est peut-être la nuance. Donc ce mécanisme, qui était uniquement réservé au départ aux services électroniques, eh bien, il a été étendu justement depuis le juillet 2021 à l'ensemble des services et à l'ensemble des biens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce guichet unique, on va juste le détailler un petit peu, il a été étendu aux non-résidents, mais il peut aussi s'appliquer dans certaines situations aux Européens eux-mêmes. Il permet de pouvoir vendre des services, de vendre des biens à travers un seul numéro afin d'aller percevoir la taxe au lieu de consommation. Donc c'est véritablement un changement au niveau de la conformité, de l'inscription. Encore une fois, ça ne change en rien toutes les règles et toutes les lois spécifiques sur le lieu de taxation, mais qui en règle générale est lié au lieu de consommation. On distingue un régime UE d'un régime non UE. Donc ça, je veux que vous gardiez l'idée principale de ce guichet unique, numéro unique, mais sachez que selon si vous êtes dans l'Union européenne, en dehors de l'Union européenne, donc nous Canadiens, on sera toujours sur le régime non UE pour les services. Si on veut utiliser le régime des biens, on va devoir utiliser le régime UE. Donc ça, c'est plus une classification pour avoir votre profil. Mais le principe est le même. Ça veut dire que vous allez être identifié et vous allez avoir un seul numéro pour remettre les 27 TVA différentes à travers une seule déclaration. Je vous ai mis les références, mais je ne les passerai pas en revue avec vous. C'est toujours un régime optionnel. Ça veut dire que pour n'importe quelle raison, si vous le souhaitez, vous pouvez rebasculer sur le régime traditionnel et vous inscrire dans plusieurs États si vous le souhaitez, notamment si vous souhaitez réclamer des crédits de taxes parce que, pour une raison ou une autre, vous avez des dépenses avec de la TVA. Ça, c'est clair que le guichet unique, vous allez voir la déclaration, c'est une déclaration simplifiée type TVQ spécifique. Vous n'avez qu'une seule ligne. Donc, taxe à remettre. Taxe à remettre Danemark, point. Taxe à remettre France. Tout est électronique, mais comme vous pouvez l'imaginer, ça simplifie énormément la vie de tous les fournisseurs. Et c'est trimestriel. Le deuxième mécanisme qui est venu compléter ce mécanisme, c'est l'IOSS. Donc, juste pour le guichet unique, le nom barbare anglais, c'est OSS, One Stop Shop. Non, mais on l'appelle guichet unique TVA en français. D'ailleurs, j'ai juste la France qui applique ce mot-là. Et puis, il a été complété par un mécanisme additionnel qui est le IOSS, qui est très intéressant pour nous aussi Canadiens. Donc, on rajoute juste Import One Stop Shop. Donc, c'est un peu un guichet unique TVA spécifique pour l'importation. Ça, c'est un mécanisme qui est très intéressant, qui s'applique uniquement aux biens de faible valeur, inférieurs à 150 € par shipment, enfin par ligne de déclaration douanière plutôt. Et donc, il a toujours existé en Europe un régime de faible valeur qui consiste à dire en dessous d'une certaine valeur, ton bien il passe la frontière tout de suite, pas de droit de douane, pas de TVA à l'importation. À charge pour toi de t'inscrire dans le pays de consommation pour aller chercher juste la TVA sur la vente domestique. Mais pour faciliter les flux, j'ai abandonné. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le nombre de biens supérieur à 22 € qui passaient dans les paquets et en plus pour lesquels personne ne s'inscrivait pour charger la TVA après coup sur la vente domestique. Donc, ce système ne marchant plus, on a profité de ce guichet unique pour essayer d'inventer un mécanisme un peu similaire mais plus performant qui est le IOSS et qui permet, donc on a toujours le même principe, on a augmenté le seuil, 150 €. Donc, en dessous de 150 €, les biens ne seront plus soumis à dédouanement, donc en termes de plus de droits de douane, plus de TVA à l'importation. En revanche, on va obliger l'opérateur, qui pourrait être un multitude d'acteurs, donc ça peut être le vendeur, ça peut être un transporteur public, ça peut être un représentant fiscal, à avoir ce numéro. Et il va avoir ce numéro unique, et donc il va avoir la responsabilité sous ce numéro d'aller facturer et chercher la TVA sur la vente domestique subséquente. Donc, je ship des biens du Canada, je les dédouane en Belgique avec un IOSS. Ils vont shipper en France, en Espagne, au Portugal. L'importation
vu que je suis dans le régime des biens de faible valeur, aucun effet, pas de droit de douane, pas de TVA. En revanche, au point d'entrée, je vais avoir mon numéro unique et je vais prendre l'engagement d'aller chercher la TVA que j'ai perçue auprès de mon portugais, de mon espagnol, de mon français. Là, encore une fois, on essaye de faciliter la perception pour obliger les opérateurs. Et puis là où c'était un vrai succès, c'est que tous les grands transporteurs ont embarqué. Donc ça veut dire que, assez curieusement, c'est un service additionnel avec un coût, donc c'est aussi des sources de revenus additionnelles pour tous ces logisticiens. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, un Canadien, avec un bon partenaire d'affaires, peut mettre en place, pour des prix relativement contrôlables, un processus d'importation, être conforme dans 27 pays de l'Union européenne et vendre l'intégralité de ses marchandises. Donc ça, c'est un peu le résumé des 3 régimes. Donc il y a le régime IOSS qu'on vient de parler, qui est le dernier. Le régime hors Union, le régime Union. On parle du régime Union, encore une fois, c'est plus l'identification du numéro de guichet unique. Ça vise uniquement les services pour les assujettis établis en dehors de l'Union européenne, comme les Canadiens. Le régime de l'Union, il vise le régime des biens, et donc des biens pour les Canadiens et des services des biens pour l'Union européenne. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est juste si vous rencontrez ces termes et ces terminologies, c'est juste les catégories de guichets uniques, mais ça reste toujours le même principe. C'est juste pour identifier les opérateurs par rapport à leur lieu d'établissement et puis par rapport à ce qu'ils vendent. Est-ce qu'ils vendent des biens ou est-ce qu'ils vendent des services? Et puis à ce titre, j'ai oublié de dire qu'en TVA européenne, il n'y a pas d'intangible. Tout ce qui n'est pas tangible est un service. Donc, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est digital, c'est du service. Mais encore une fois, la problématique n'est pas forcément très importante, puisqu'en Europe, tout est taxable. Il n'y a pas d'exonération comme aux États-Unis. Le 3e point pour conclure sur l'Europe, c'est de la même façon que les États-Unis. Les nouvelles règles du guichet unique ont décidé de compléter le dispositif avec des règles spécifiques sur les interfaces. Donc là, on va rentrer dans une même logique qui va être le fait d'obliger les interfaces et les intermédiaires, dans certaines circonstances, à devoir s'inscrire, peut-être à utiliser le guichet unique eux-mêmes pour pouvoir venir facturer et collecter et remettre la taxe au nom et pour le compte du fournisseur. Encore une fois, c'est un principe qui a été très contesté, puisque dans la directive communautaire, donc dans le droit européen de TVA, il y avait une disposition concernant les agents qui permettait toujours aux agents de se dédouaner de toute responsabilité de la taxe qui ne concernait pas leurs propres transactions. Donc ça a donné lieu à plusieurs contentieux et les GAFA ont perdu. La communauté européenne a confirmé que, en vertu des règles communautaires, on avait le droit d'imposer à un intermédiaire type Amazon une obligation d'aller percevoir la taxe. Encore une fois, contractuellement, les intermédiaires vont se protéger, vont essayer, mais il faut aller en justice sur la base contractuelle. Légalement, ils sont tenus responsables de percevoir la taxe. Il faut savoir que le texte communautaire prévoyait l'obligation pour les interfaces, on parle d'interfaces en Europe, donc pour ces marketplaces de devoir percevoir la taxe uniquement pour les biens. Donc quand vous allez dans le texte communautaire, cette disposition ne s'appliquait que pour les ventes de biens. Et comme vous le savez peut-être pas, mais le texte communautaire a été implémenté par les 27 pays de l'Union européenne. Et dans la majorité des États, ils ont non seulement repris la règle pour les biens, mais vous allez voir que, si je prends l'exemple de la France, une plateforme en France a autant l'obligation à l'égard des biens que des services. Donc ils ont étendu ce dispositif. Donc, on revient un peu au même mécanisme que pour les États-Unis. Puis donc, moi, ça, c'était tout le mécanisme pour dire les fondements législatifs pour qu'une interface soit tenue responsable. Donc ça, c'est plus la technique. Puis je vois que le temps file et puis je voudrais vous donner le temps de poser des questions. La question de la solidarité, je vous ai mis les références et puis les cas de justice qui ont abouti à la condamnation des intermédiaires et puis au fait de dire qu'ils étaient tenus irresponsables. Donc, en conclusion, il y a eu un réel succès du guichet unique. On a vu le nombre de... les recettes fiscales ont vraiment décuplé. Ce système qui a été mis en place donc, pour le B2C, je vous en parlais,
Aujourd'hui, il marche tellement bien qu'on en parle pour le généraliser à toutes les transactions, y compris le B2B, puisque je n'ai pas survolé ce point-là, mais si vous êtes une compagnie qui fait affaire en Europe, il y a plein de règles de détaxation sur les cross-border transactions. Vous ne chargez pas de taxes. Il y a beaucoup de factures, de documents de transport à garder. Enfin, c'est vraiment très lourd. Et là, ils sont en train de se dire, mais pourquoi pas changer les règles pour obliger un opérateur allemand à avoir un seul numéro et de la même façon, toujours taxer dans le lieu de consommation. On revient toujours au même... Peu importe ce que je vends, on va vendre au lieu de consommation. Et puis, moi, allemand, avec le guichet unique, j'ai aucun problème à aller collecter de la TVA espagnole, de la TVA française, puisque la technologie du guichet unique me le permet. Donc, pour vous dire que ce guichet unique qui était au départ indispensable pour le B2C, eh bien, il marche tellement bien en termes d'efficacité de politique fiscale qu'ils pensent même à le généraliser à l'ensemble du commerce européen. Coûts de conformité, ils peuvent être véritablement limités en termes de volume de vente versus le nombre de déclarations, puisque là, vous n'avez qu'une seule inscription, excepté si vous avez des besoins en logistique et besoin de présence physique pour développer vos affaires. Donc, l'important quand même, ce que je souligne toujours, puis ça c'est un peu mon mot de la fin, c'est ne sous-estimez pas les coûts de conformité, et surtout les coûts de mise à jour des systèmes comptables et puis des systèmes de vente en ligne, puisque indépendamment des coûts fiscaux, en termes opérationnels, c'est des très, très gros investissements. Donc, planifier un business à l'exportation, c'est véritablement un minimum de temps et certaines décisions à prendre en termes d'investissement. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, merci pour cette excellente présentation, Jean-Baptiste. Écoutez, il se fait tard, on a pris du retard. Moi, je dois vous présenter quelques minutes sur les programmes de subvention à l'exportation. Je trouvais important parce qu'on dessert une clientèle là, qui est à l'exportation. On a vu qu'il y avait des coûts. Il y a des coûts de conformité, il y a des coûts aussi de conseiller quand on décide de faire le pas à l'exportation. Puis il y a certains programmes gouvernementaux qui existent qui peuvent subventionner une partie des dépenses de nos clients. Le plus intéressant, puis je ne rentrerai pas dans les détails, comme je vous dis, là, on a quand même eu une grosse journée chargée. Le plus intéressant de ces programmes de subvention-là, c'est probablement le CanExport PME, qui est actuellement en vigueur, qui normalement marche par date d'éligibilité. OK? Puis, je pense que la dernière date là, finit le 31 mai. Fait que des fois, ce programme-là est suspendu. Là, il est en vigueur, comme je vous dis, jusqu'au 31 mai. Ce qui permet, c'est aux entreprises, là, aux sociétés à but lucratif avec un maximum de 500 employés à temps plein qui ont un revenu, des recettes annuelles qui se situent entre 100 000 $ et 100 millions de dollars au Canada, de se faire financer 50 % des coûts d'un projet à l'exportation. Donc, ce qui rentre dans les dépenses admissibles, il y a notamment les honoraires de fiscalistes, d'avocats, comptables, marketing, plan d'affaires, propriété intellectuelle. Donc, ça peut être important, peut être intéressant pour vos clients quand vous les rencontrez puis qui pensent faire le saut à l'international, à l'exportation, de connaître ces programmes-là. Donc, ils peuvent venir là, pallier une partie des honoraires professionnels. Il y a un autre programme aussi qui peut toucher l'international, c'est le programme Innovation qui est en vigueur, qui est offert par Investissement Québec. Donc, ça touche tous les programmes innovants. Il ne touche pas seulement que l'exportation ou l'international, mais notamment si on fait un joint venture avec quelqu'un à l'international, on est quand même éligible. Donc, il y a ce programme-là aussi qui existe. Il y a 2 autres programmes qui sont actuellement en suspens, donc où on ne peut pas obtenir de subventions, mais ils vont peut-être reprendre. C'est le programme de soutien à la commercialisation qui est offert par Investissement Québec et le soutien aux exportations bioalimentaires qui est offert par le MAPAC et géré par le groupe Export Alimentaire. Fait que tous ces programmes-là, là, les organismes à l'exportation des régions, ici dans la région de Québec, notamment Québec international, Montréal international, dans la région de Montréal, sont au fait de ces programmes de subvention très intéressants pour la clientèle. Donc, je vous encouragerais là, à les consulter s'il y a de vos clients, justement, qui veulent faire le saut à l'exportation
l'exportation, là, ça peut quand même couvrir une petite partie des dépenses. Donc, voilà. Fait qu'écoutez, merci d'avoir participé. J'espère que vous avez apprécié. Pour ma part, là, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. C'est le fun aussi de revoir, de se remettre à jour. Je veux remercier les conférenciers ici, les membres du comité organisateur, la PFF. Donc, sur ça, bien écoutez, bon retour à la maison. Soyez prudents, puis à la prochaine.